bienvenue à toutes les personnes qui sont intéressées par la data, le GDPR, bien sûr, un grand sujet. Si vous étiez là ce matin, on vous a mis l'eau à la bouche et c'est bien normal puisqu'on a un superbe plateau aujourd'hui. Donc on a des experts, des praticiens, des gens qui vont vous donner une inspiration sur ce qu'ils font réellement. Avant de les écouter et de vous faire découvrir des choses très intéressantes, je voulais vous dire que vous avez avec cet outil un live pardon. C'est l'interactivité sur mesure. Donc vous pouvez envoyer vos questions en composant le 06 44 60 15 00. Donc c'est le numéro qui est sur vos deux écrans. Je suis Cécile Delettré, je suis en responsabilité des conférences plénières. J'ai demandé à une experte de la data qui est journaliste à e-marketing.fr et Marketing Magazine d'animer la conférence, puisqu'elle va pouvoir rentrer encore plus en profondeur et de vous présenter un certain nombre de points qui vont être traités tout à l'heure. Avant toute chose, je voulais vous dire que la data est bien sûr au sujet de toute l'actualité actuellement, avec bien sûr les réseaux sociaux, l'affaire Mark Zuckerberg, etc. Mais c'est aussi un sujet de régulation. Et après avoir fait pendant 3 ans une étude sur l'utilisation des data par les marketeurs, l'Association mondiale du Data Driven Marketing, qui s'appelle la GDMA, est en train de réaliser une étude sur la perception des utilisateurs. Et ça concerne une vingtaine de pays. Les résultats seront connus au mois de mai. Et je pense que ce sera très intéressant de comparer la perception entre les pays. On vous en dira plus. Restez connectés aux personnes qui vont présenter, notamment à e-marketing.fr. Donc je vais vous demander d'applaudir les différentes personnes qui sont venues aujourd'hui, qui vont présenter des choses très concrètes. Et la première personne est Béatrice L'Hôpitalier, donc qui est directrice data du groupe Les Échos et Le Parisien. Sous vos applaudissements. Merci Béatrice d'être là. Nous sommes très fiers de ta présence parce que tu es vraiment une experte qui depuis 10 ans œuvre aux Échos. Et notamment sur ces sujets data, tu es réellement très inspirante. Je vais vous demander d'accueillir Hélène Legras, qui est Data Protection Officer de Orano, également sous vos applaudissements. Hélène qui a la lourde tâche effectivement de connaître très bien la régulation et de la faire respecter. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Orano? Comment ça s'appelait avant? Un petit peu d'aide dans le public, non? Bravo, Areva, très bien. Donc, merci Héloïse, rédactrice en chef de e-marketing.fr et Marketing Magazine. Donc, Hélène, Data Protection Officer, tu vas nous en dire plus, un métier qui est appelé à se développer. Nous avons un deuxième Data Protection Officer de Accor Hotel, Thomas Helm, si tu veux bien nous rejoindre sous les applaudissements également. Et Antoine Denoy, qui est directeur marketing data et digital, qui malgré sa jeunesse est un grand expert, qui a écrit plusieurs livres. Voilà, sous les applaudissements également. Donc vous voyez une très belle équipe. Et la spécialiste donc, de ce sujet data pour e-marketing.fr et Marketing Magazine, Floriane Salg. Encore plus d'applaudissements. Merci. Donc n'hésitez pas à tweeter avec le hashtag IMKTP18 et il y a même un deuxième hashtag qui est 2018. Tous vos tweets seront repris également par la plupart des personnes qui sont ici et on pourra en apprendre plus en partageant ensemble les enseignements. Merci encore et bonne table ronde. Merci Cécile. Merci. Alors bonjour à tous. Donc, je suis donc Floriane Salg, journaliste pour e-marketing.fr et Marketing Magazine. Donc, bienvenue à cette conférence sur la data, le RGPD. Alors, vous pouvez donc tweeter et poser vos questions avec le hashtag dédié EMKTP 2018 et bien sûr suivre le live tweet sur e-marketing.fr et un compte rendu également de nos échanges. Voilà. Alors, à quelques jours
de l'entrée en vigueur de ce règlement général sur la protection des données personnelles, le fameux RGPD. Force est de constater que la route de la mise en conformité est encore longue. En mars 2018, seuls 35% des marques ont commencé leur mise en conformité avec les principes du RGPD et 18% des entreprises seulement pensent être conformes le 25 mai 2018. Une date que vous redoutez probablement vous aussi, puisque vous êtes là. Alors, de l'autre côté de la barrière, 85% des Français avouent que les marques ont un rôle pédagogique à jouer face à la technicité de ce règlement et 77% que la transparence des marques entrera à l'avenir dans leurs critères d'achat. On voit donc le défi est de taille et je vous propose donc d'écouter le témoignage de 4 marques pionnières en la matière qui vont pouvoir vous donner un petit peu les clés, les bonnes pratiques. Alors je vais commencer peut-être en me tournant vers nos 2 DPO. Le RGPD impose notamment de revoir les règles de recueil de consentement, de répondre aux droits de portabilité et d'oubli accordés aux citoyens. Alors, est-ce que le RGPD est un frein ou une opportunité pour le business ? Bonjour à tous. Juste avant de répondre à cette question sur est-ce que c'est une opportunité, une petite précision, même si je connais beaucoup Hélène et je la rencontre régulièrement, je ne suis pas lié à New Areva comme c'était indiqué au début. Je suis le Data Protection Officer de... Oh, du coup, je m'en vais. Donc, je suis effectivement le Data Protection Officer du groupe Accor Hotel. Alors, ça paraît être une évidence de dire que le règlement est une opportunité quand on est Data Protection Officer. Mais j'en suis quand même réellement convaincu. Il suffit de voir combien vous êtes aujourd'hui à assister à cette table ronde. Je suis ancien avocat. J'ai exercé pendant presque 7 ans en cabinet spécialisé sur des sujets de data protection. Je peux vous dire que quand j'ai commencé, le sujet de la protection des données ne suscitait pas forcément une telle affluence sur des événements de ce type. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une réelle prise de conscience et que c'est intéressant pour le juriste que je suis, que cette prise de conscience émerge vraiment dans les consciences, mais aussi pour le business. Le règlement a cette particularité d'être un texte, si vous en avez pris un petit peu connaissance, si vous avez lu des choses dessus, vous vous en êtes rendu compte, c'est un texte de principe, de concept, et il laisse une grande place à ce que moi je l'appelle la créativité, c'est-à-dire qu'on n'est pas contraint au sens où on n'a pas des choses bêtes et méchantes à respecter. On a des concepts à mettre en place, à réfléchir. C'est parfois compliqué à faire comprendre, à faire passer comme message. Je n'ai pas toujours la réponse écrite noir sur blanc quand on me pose des questions autour de la réglementation. Mais ça veut dire qu'ensemble, juridique, informatique, opérationnel, on trouve des solutions pour répondre à des enjeux métiers. Et c'est en ça que c'est une vraie opportunité. Hélène, vous partagez ce point de vue ? Alors, je partage tout à fait ce point de vue. Par contre, je voudrais quand même rappeler qu'on avait une loi informatique et liberté de 1978. Elle a 40 ans. Les entreprises devaient la respecter. Pour les transferts dans l'Union européenne, il y avait la directive de 95. Donc, il y avait déjà tous ces textes que l'on devait respecter. Et le RGPD n'en est que la suite. Donc, les gens qui respectaient la loi de 78, la directive de 95, ont déjà fait une part du chemin de cette route de la conformité. Par contre, la véritable opportunité, c'est que quand vous êtes responsable de traitement et que vous travaillez avec des sous-traitants, ce qui arrive souvent pour mettre en œuvre un traitement, ne serait-ce que sur le plan informatique, la responsabilité pesait entièrement sur le responsable de traitement, donc Orano. Et maintenant, dans les contrats que l'on négocie avec nos sous-traitants, on peut prévoir une co-responsabilité. Et je peux dire que c'est d'autant plus une opportunité que Orange, qui avait été sanctionné par la CNIL pour un défaut de sécurité, avait été sanctionné pour son sous-traitant qui avait fait la faute. Orange avait fait un recours devant le Conseil d'État, qui avait été débouté. Et donc, Orange confirmerait ce que je vous dis, parce que je connais très bien la DPO d'Orange. C'est une opportunité pour les entreprises de mettre en œuvre des nouveaux process, puisqu'on passe d'un système déclaratif vers un système où il faut
prouver sa conformité. Et autant le CIL, il devait tenir son registre des traitements, il devait faire son bilan annuel, mais il faisait beaucoup de pédagogie, de recommandations. Là, désormais, il est le pilier de la conformité. Et d'ailleurs, la CNIL, quand elle a fait les 6 étapes de sa route de la conformité, elle a dit « mettez un pilote dans l'avion ». Et donc, chez Orano, on a mis un pilote dans l'avion dès le 25 mai 2017, donc 1 an après l'entrée en vigueur du règlement et 1 an avant qu'il soit applicable. D'accord, merci. Pour vous, Béatrice, le RGPD est plutôt une contrainte, mais que vous essayez quand même de transformer en opportunité. Alors effectivement, je vais prendre le risque d'être politiquement incorrecte, mais ça me va bien, je travaille dans les médias, hein, on est aussi un peu là pour ça. C'est qu'aujourd'hui, bien sûr, on va essayer de voir l'opportunité que va proposer cette nouvelle réglementation, mais au départ, quand on la regarde, cette nouvelle réglementation, elle fait peser un risque, quoi qu'il arrive, sur nos business models. Je vais prendre donc le business model que je connais le mieux, hein, c'est celui des médias, puisque j'y travaille depuis maintenant plus de 15 ans. Aujourd'hui, c'est un business model qui repose sur quoi? 2 choses, 2 piliers, la vente de contenu, d'une part, donc l'acquisition de nouveaux abonnés, de nouveaux acheteurs qui vont venir vers nous pour venir à ce contenu. Et puis, le deuxième pilier du business model, c'est la commercialisation de la publicité via des annonceurs qui font confiance et qui vont sur nos contenus. Dans les 2 cas, la connaissance client, la collecte de données et la collecte de données en masse et donc la data est un élément structurant pour faire marcher ces 2 business models. Pourquoi? Parce que la data va permettre de mieux connaître le client, de prédire son action future et donc d'aller chercher le nouvel abonné, ce qui est quand même important. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, sous la pression d'un marché qui s'appelle le marché programmatique dans la publicité, les agences, les annonceurs veulent cibler la bonne personne au bon moment. Et donc, ces 2 éléments combinés font qu'on a besoin de données. On a besoin de données en masse, on a besoin de les traiter de façon innovante et que finalement, cette nouvelle réglementation, elle arrive et qu'elle va imposer un certain nombre de règles, et notamment sur la partie consentement et recueil du consentement, qui fait qu'elle fait poser un risque sur le volume de données qu'on va pouvoir collecter. Donc sur le traitement Big Data, et elle va nous mettre aussi en matière de compétitivité face aux GAFA dans une situation qui peut être fragilisée. Et je rappelle que les GAFA, en matière de publicité digitale, représentent aujourd'hui 70% de ce marché-là. Donc c'est un point quand même important. Alors bien sûr, moi je suis une optimiste en plus, voilà. Et puis dans nos métiers, il faut trouver l'opportunité. Et l'opportunité de cette nouvelle réglementation, c'est qu'elle impose de la transparence, elle impose de l'information et elle va imposer un accès aux données à nos lecteurs. Et dans ce cadre-là, ça veut dire que ça va remettre le lecteur, ça va remettre notre client en tout cas, au centre de la discussion. Ça va rééquilibrer peut-être un rapport qui était déséquilibré et surtout, il ne va plus subir une relation. Donc, ça remet la confiance au centre finalement de notre relation. Et je pense que les gens qui vont s'emparer de cette confiance vont être des grands gagnants aussi dans ce nouveau contexte RGPD. Antoine, pour vous aussi, la donnée est clé chez AXA, que ce soit pour mieux vendre, conseiller justement les clients. Quel changement impose pour vous le RGPD? Alors malgré mon jeune âge, je vais quand même essayer de vous répondre avec un peu d'expérience. Je pense qu'il y a GDPR, il y a 2 faces à GDPR. Il y a une face un peu sombre, un peu austère, un peu contraignante, où il s'agit de remettre un peu de l'ordre dans nos jardins respectifs, notamment sur la donnée client. Et donc oui, on a du mal à le tourner en opportunité. C'est plutôt une manière pour nous de rattraper le terrain perdu depuis la loi informatique et liberté de 78, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des données orphelines. Pour une adresse postale, d'être en capacité de dire où elle est collectée, est-ce qu'on a le consentement, où est-ce qu'elle est stockée et comment on peut la rendre à un client qui nous le demande. Donc il y a toute une partie d'abord de GDPR, j'appelle ça façon, mais où il s'agit de remettre la maison en ordre. Et quand on a une grande maison comme chez AXA, avec beaucoup de produits, beaucoup de réseaux de distribution, c'est un casse-tête. Et donc ça demande du temps, de l'énergie, de l'investissement. Et donc de ce fait, GDPR, c'est tout de même un peu une contrainte.
positive, mais une contrainte tout de même. Et puis il y a une opportunité, il y a une phase beaucoup plus positive à ceux qui seront rapides. Alors il y a beaucoup de choses dans le GDPR. On ne va pas faire l'exégèse du texte, comme on ferait celui de la Bible encore 2000 ans après, mais il y aura beaucoup de choses à en tirer et il y a beaucoup de surprises. J'attire votre attention notamment sur l'article 20, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est l'article de la portabilité. Alors, peu de gens en parlent, mais c'est une petite bombe, une petite révolution pour le marché sur chacun de nos secteurs d'activité. L'article 20 dit une chose très simple, il dit si vous arrivez à avoir le consentement de votre voisin, d'un client, vous pouvez, en son nom, aller récupérer les données qui lui sont propres chez l'ensemble des acteurs avec lesquels il travaille. Et donc je vais vous proposer un exercice de pensée collectif. Dites-vous que demain, Amazon peut décider de changer ses CGU pour ses abonnés Prime, je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle, et Amazon peut, au nom de vous, clients Amazon, venir, par exemple chez AXA, faire toc-toc et demander pour des millions de clients toutes les données de sinistres, toutes les données liées au profil de nos clients et de nos prospects, et d'une certaine manière, on sera obligé, sous 48 heures, de le leur donner. Et donc ça, vous imaginez le jeu de tectonique du fait de ce droit de portabilité qui se dessine, c'est-à-dire que des acteurs et des nouveaux entrants, ou des acteurs un peu plus robustes comme les GAFA, demain, via l'article 20, pourraient avoir la bonne idée d'essayer de faire notre métier ou d'essayer de le faire différemment. Et le GDPR les y incite. Alors ça, c'est la version nouvel entrant. Il faut aussi en faire une opportunité parce que même les acteurs un peu plus historiques, un peu plus classiques, peuvent jouer aussi de cette portabilité avec les concurrents et avec d'autres acteurs autour d'eux. Donc c'est aussi une opportunité. Mais c'était un exemple qui montre que le texte est riche, il y a quelques pépites et la compréhension est clé pour être le premier à en profiter. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par exemple sur le droit à l'oubli, notamment les actions concrètes que vous avez mises en œuvre ? Alors là, c'est un des plus beaux noms de projets qu'on a eu chez AXA depuis de longues années. C'est le projet qu'on appelle Purge. Alors, il faut imaginer qu'on a un monsieur Purge chez AXA France, qui n'est pas le type le plus marrant de la Terre, mais qui est un type assez sympathique, dont le métier est de faire le ménage de l'ensemble des données clients qu'on a et de faire en sorte qu'on respecte bien le droit à l'oubli. C'est-à-dire cette idée qu'au bout de quelques années, on n'a plus à garder des traces des données laissées par nos clients et nos prospects. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un chantier qui est colossal, il faut vous imaginer. Chez AXA France, on a la chance d'être un peu ancien, donc on a des centaines de systèmes d'information différents. Et donc on a deux sujets sur les purges. Il y a les purges faciles, donc quand on va dans les outils opérationnels et on dit bah ça finit, on doit oublier les données au bout d'un certain temps. Et donc les outils, on les programme assez facilement pour faire en sorte de les amener à l'oublier. Et puis on a toute une partie plus difficile en termes de purges, qui est les purges, on va dire, de l'analytique. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos boîtes, mais nous, on a une grosse base qui porte un peu l'ensemble des données statistiques depuis de longues années sur nos portefeuilles clients. Et on avait perdu un peu l'intelligence de ce qu'il y avait dedans. Et donc, sur la partie analytique, c'est plus compliqué, parce que quand on veut supprimer des choses, on a beaucoup de gens dans la maison qui lèvent la main en disant « non, attention, je ne pourrai plus faire mon travail demain ». Les gens en question pour l'assurance, ça s'appelle des actuaires, ceux qui estiment les risques. Et donc là, on a un vrai enjeu de compréhension de tout ce qu'on a mis dans ces bases statistiques, de revenir à ce qu'il y a dedans, et d'avoir un échange avec chacune des directions métiers pour dire on s'apprête à supprimer, est-ce que tu es d'accord? Alors quelquefois on fait plus vite, Monsieur Purge il a une méthode que j'aime bien qui est la méthode de l'opt-out, où en fait il dit je vais bouger et si ça vous embête, c'est à vous de vous manifester. Et donc il envoie des mails en disant je m'apprête à appuyer sur le bouton erase de toute une base de données, et donc il envoie un maximum de gens, et c'est le principe de l'opt-out, c'est-à-dire la personne qui se sent vraiment violentée et bousculée, le métier qui se sent défavorisés, lève la main et dit « Ah non, ne m'oublie pas, ne supprime pas ces données ». Et là, il y a une autre conversation qui s'engage. Mais globalement, le droit à l'oubli, c'est vraiment un des éléments clés de GDPR pour nous, parce que beaucoup d'exécution, beaucoup d'importance et beaucoup d'investissement. D'accord. Parmi les actions concrètes, vous parliez aussi de MOOC, de formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus aussi Alors, j'avais dit que je ne serais pas concret, parce que ce serait trop facile. Non, je plaisante. Non, mais on a fait des MOOC, oui. On a fait des MOOC pour essayer de rendre ça un peu marrant. Et donc, on a fait un MOOC e-learning sur la privacy. On a réalisé une formation. Nous, on a aussi un autre enjeu, et là j'en appelle à un autre concept, qui est celui d'entreprise élargie. En fait, on a beaucoup de réseaux de distribution. Et en fait, ça nous amène aussi à réfléchir au statut de l'agent général d'assurance. Vous savez, il y en a 3500 au coin de la rue avec la vitrine AXA. Quelle est leur responsabilité sur la donnée client? Est-ce qu'on peut leur laisser prendre des 06 de nos clients pour envoyer des SMS quand ils veulent faire un peu de promotion dans leur zone de chalandise? Et donc une des vraies difficultés qu'on a eues, c'est évidemment de former l'ensemble, parce qu'il faut expliquer aux gens les concepts, mais aussi de donner des rôles et des responsabilités à tous les acteurs autour de nous. Les filiales, les prestataires, tous ceux que vous avez là derrière, qui nous disent à chaque fois que tout va bien et qui s'occupent bien de nos données. Mais le régulateur, avec GDPR, nous oblige à regarder ce qu'ils font
dans leur serveur un peu plus précisément. Et donc un des enjeux, c'est formation, mais c'est aussi de redécouper un peu notre paysage de parties prenantes qu'on a chez AXA. D'accord. Hélène, est-ce que vous pouvez nous dire, vous aussi, un peu les actions concrètes que vous avez mises en place justement pour être conforme le 25 mai 2018 ? Donc la CNIL avait prévu une route en 6 étapes. Pour ma part, j'en ai prévu une en 12 étapes. Il se trouve que j'ai été un des premiers signes nommés le 1er mars 2007. Je m'occupe de la protection des données à caractère personnel dans le groupe anciennement Areva et avant même Framatome depuis 1991. Donc on avait déjà prévu pas mal de choses pour être en conformité informatique et liberté. Mais avec le RGPD, désormais, il faudra prouver cette conformité. Et une des bases, un des piliers de cette conformité, c'est le registre des traitements. Donc je tenais déjà un registre des traitements, mais avec le RGPD et l'article 30, j'ai dû l'actualiser. Donc rajouter une colonne sur les durées d'effacement, rajouter une colonne sur les mesures de sécurité technique et organisationnelle, surtout que le RGPD n'est pas très clair parce qu'il nous dit c'est les mesures de technique et organisationnelles appropriées. Donc, je vous laisse deviner ce qui est approprié. Donc, du coup, il est indispensable pour un DPO de s'entourer avec les experts de son entreprise, comme vous l'a dit Thomas, bosser avec la DSI, le RSSI, la direction des assurances, la direction de l'audit. Vous n'êtes pas seul sur la planète RGPD et fort heureusement. Et donc, on a actualisé ce registre des traitements et surtout, on a mis en place beaucoup de process internes pour expliquer aux salariés, puisqu'on est dans le B2B et donc on traite surtout des données de salariés, ce qu'on fait avec leurs données, les violations de données à caractère personnel, puisqu'avant, seuls les opérateurs de télécommunications devaient notifier ces violations. Désormais, même une petite PME, la société qui vend de la peinture et qui n'a que 3 salariés, eh bien, si elle a une violation, elle devra la notifier. Et en plus, elle n'a que 72 heures pour la notifier. Donc, c'est important d'avoir un process. De même que sur l'effacement des données. Parce que, comme l'a bien expliqué Antoine, ils ont un monsieur purge. Nous, chez Orano, on n'a pas de monsieur purge. Mais on est en train de réfléchir à ça, ne serait-ce qu'il faut respecter aussi les obligations légales. Vous n'allez pas effacer des données RH parce que le salarié, il a peut-être envie qu'on lui paye sa retraite. Vous n'allez pas effacer des données liées à un contentieux. Donc, il y a des choses à respecter et c'est important de le mettre dans un process et de dire comment vous effacez, ne serait-ce que le pire, c'est que vous allez effacer dans la base principale, mais vous ne savez pas où sont toutes les données qui ont pu être collectées dans des fichiers Excel annexes. Et donc là, savoir aussi où est la donnée. C'est pour ça que nous, je rebondis sur ce que tu dis, c'est pour ça que nous, on a nommé des gens, parce qu'il faut des visages. Par exemple, quand on parle de l'adresse postale, très peu de gens sont en état de pouvoir dire « oui, l'adresse postale d'AXA, je suis en état de dire où elle est collectée, où elle est ». Et donc, on a responsabilisé. Donc, moi, dans mon couloir, c'est mon quotidien, je suis entouré de monsieur Sirette, monsieur adresse postale, monsieur email. Mais c'est la première fois qu'on le faisait chez AXA et ça fait du bien. Parce que si on n'a pas de responsabilité métier un peu concentrée sur un visage, c'est la dispersion. C'est des données qui sont orphelines, qui intéressent tout le monde, mais dont personne ne porte la responsabilité. Donc n'hésitez pas à donner pas que des noms de purge, mais aussi des noms de certaines de vos données clés. Ça fera du bien à l'organisation. Et c'est vrai que nous, pour informer, on multiplie les mentions légales. Et dans les mentions légales, on met des noms. C'est pas sympa, ça. Bon, c'est peut-être pas sympa, mais c'est utile. Et justement, ça permet de donner des noms. Par exemple, pour tout ce qui est les données de l'Internet ou de l'intranet, on voit le nom d'une personne de la direction de la communication. Et puis, il y a mon nom. Comme ça, je suis l'entonnoir de tout ce qui concerne les données à caractère personnel dans le groupe. De même que pour la CNIL, si elle a un problème, elle sait que j'existe. Thomas, vous aussi, les données personnelles des clients, c'est un sujet très très important. Vous récoltez notamment même des données entre guillemets intimes sur les clients pour personnaliser l'accueil dans les établissements. Bien sûr. Donc quels sont les enjeux pour vous Alors j'entends beaucoup de choses qui font écho. Je suis ravi d'entendre que Antoine aussi est invité à des coproches et des copiles purges. C'est toujours sympathique dans l'emploi du temps. C'est un des sujets.
effectivement, à Corhotel, on a la même vision des choses que ce dont Antoine a pu témoigner. Le RGPD nous oblige à nous questionner sur le fonctionnement du groupe, en fait, et sur les rôles et les responsabilités des différents niveaux de ce groupe. Et en fait, le RGPD fait aussi émerger parfois des questions dont on se dit que elles devraient être traitées déjà par ailleurs. En fait, on est parfois le réceptacle de problématiques qui sont plus profondes au sein de l'entreprise. Parfois, on vient simplement avec une problématique RGPD, protection des données personnelles, et puis en fait, on se découvre qu'il y a tout un sujet derrière. Donc, c'est un peu l'enjeu. Nous, on a un groupe hôtelier. On est présent dans 95 pays. On exploite tout un portefeuille de marques. Et puis, nos hôtels, ce sont pour partie des franchisés, pour partie des managers. Donc, on n'a pas forcément de contrôle au sens capitalistique du terme. Ce ne sont pas des filiales. Et donc, ça aussi, ça crée une difficulté, ou en tout cas un challenge d'analyse pour pouvoir, exactement ce que disait Antoine, savoir ce qu'on doit mettre sur la tête de l'une ou l'autre de ces entités du groupe. Donc, tout ça, en fait, c'est une notion de gouvernance. Et nous, on a commencé le projet RGPD il y a déjà 2 ans, en d'abord réfléchissant à quelle organisation, quelle gouvernance on peut mettre autour de la protection des données personnelles. Identifier des personnes. Alors nous, c'est pas des monsieur, madame, c'est plus par domaine fonctionnel. C'est vrai qu'il n'y a pas eu madame, que des monsieur. Mais c'est un peu la même logique. Et la première idée était de faire se rencontrer dans le groupe des personnes qui travaillent sur les données, mais auparavant de manière finalement trop silotée. Avec une déperdition d'informations qui était défavorable tant à la protection des données personnelles et donc des droits des individus, mais aussi défavorable au business en fait. Parce qu'on ne travaillait pas ou on n'appelait pas un client de la même manière dans une division et dans l'autre, on n'avait pas la même définition d'un prospect dans une division et dans l'autre, on n'avait du coup pas forcément les mêmes indicateurs, on a ce type d'enjeu aussi. Alors après, bien sûr, dans le groupe, on travaille avec les étapes de mise en conformité telles qu'elles sont présentées par la CNIL ou par d'autres autorités, mais de manière assez classique, le travail autour de la cartographie des traitements, autour du registre des traitements, autour de l'amélioration des mentions d'information, autour des durées de conservation. Après, je dirais, donc, autour de la sensibilisation, on a aussi fait un serious game, une vidéo un peu décalée en interne, un événement dans l'auditorium, enfin, des choses comme ça. Et non, hélas, non, on comparera nos idées. Mais au-delà de ça, j'allais dire que ce qui enclenche vraiment le changement, c'est la manière de travailler avec les équipes. Ce qu'on constate, c'est qu'on passe d'une mise en conformité, parce qu'il y avait déjà la loi de 78, qui était plus chronologique, c'est-à-dire qu'il y avait une idée, conception d'un produit, son développement, et puis à la fin, on essayait de mettre là-dessus une couche de privacy, en mettant une mention d'info, et puis peut-être en réfléchissant à 2-3 contraintes, durée de conservation et respect des droits. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression de travailler en agile, comme on dit dans les contrats informatiques, même si ce n'est pas ma formule préférée pour les contrats informatiques. C'est-à-dire qu'au jour le jour, les équipes qui travaillent sur les projets, au stade de la conception, viennent me demander est-ce que cette fonctionnalité-là, on peut l'envisager. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça reste conforme? Qu'est-ce qu'on peut adapter? Qu'est-ce qu'il faudrait du coup prendre en compte? Et ça de manière beaucoup plus, j'allais dire, imbriquée que ce qui était le cas par le passé. Donc c'est un changement de paradigme, vraiment. Vous coordonnez aussi les DPO de manière locale Alors, effectivement, dans notre gouvernance, on a quand même des filiales, des business units par région ou par pays, dans lesquels se trouvent, alors on ne les appelle pas DPO parce qu'ils ne sont pas nécessairement désignés comme DPO auprès de l'autorité de protection des données locales, mais des relais locaux, oui, qui ont un certain nombre d'actions à mener au niveau des traitements mis en œuvre par leur entité. Ouais. Pour vous, Béatrice, quelles ont été les actions concrètes? Je crois notamment un comité de pilotage, c'est bien ça? Alors, oui, d'abord, on a essayé d'agir d'un point de vue organisationnel. Je crois qu'il y a un point dans RGPD et dans cette nouvelle réglementation qui est
qui est très important, c'est que la donnée est partout dans l'entreprise. Elle est réellement partout. Donc, moi, je suis directrice d'un pôle data, donc on pourrait se dire, bon, bah, c'est assez simple, hein, la donnée, cette nouvelle réglementation, on s'adresse à Béatrice, mais en fait, non, elle est partout, dans les vidéos, les caméras de vidéosurveillance, sur ce qui est pris au niveau des badges des ressources humaines, les CV qui sont empilés par les différentes business units. Donc, en fait, c'est un sujet qui est extrêmement transversal, donc on a commencé, nous, à l'aborder d'un point de vue organisationnel. Donc, ça va faire plaisir aux 2 DPO qui sont là. La première chose pour nous a été de nommer un DPO. Donc, on a fait un premier choix qui était un choix d'un DPO externe que je pourrais développer tout à l'heure. Donc, ça, c'était la première chose, c'est d'identifier une personne qui puisse prendre tout le stress, j'ai envie de dire, de cette préparation. C'est pour ça que c'est en externe. Voilà. La deuxième chose, c'était d'organiser aussi un comité de pilotage de préparation à cette nouvelle réglementation et qui puisse justement réunir de façon extrêmement régulière tous les mois les grands métiers de l'entreprise, donc le juridique forcément, la DSI évidemment parce que c'est un sujet de sécurité, des personnes comme moi parce qu'on fait du business avec la donnée, donc on est forcément très targeté dans cet environnement, mais aussi les patrons de sites internet parce qu'il y a aussi beaucoup de collecte en termes de navigation chez nous. Et puis les opérationnels qui font du marketing, qui utilisent cette donnée au quotidien. Donc l'idée, et c'est ce qu'on a fait, donc on les réunit tous les mois par rapport à ça. Ça, c'est la partie organisationnelle. Ensuite, la partie comment on se met en marche et comment on essaye d'appréhender cette date fatidique du 25 mai qui va devenir une date voilà, qui peut être, je ne sais pas si ce sera voilà, une date positive ou négative, l'avenir nous le dira. Mais donc là, première chose pour nous, cartographie des données. Comme je vous dis, moi, j'ai une cartographie assez précise du business de la donnée, mais je n'avais pas la cartographie globale intégrant les RH, intégrant tout un tas de choses. Donc, cartographie, registre des traitements, c'est la première chose qu'on a mis en place et d'aller voir toutes les personnes qui aujourd'hui pouvaient traiter de la data et de leur faire remplir un registre avec à peu près 150 colonnes. Autant vous dire, c'est pas facile non plus. Mais une fois qu'on a fait cet exercice, on se dit déjà ouf, on voit à peu près où c'est, on voit où sont les problèmes potentiels et on voit quel plan d'action on va pouvoir mettre en place. Donc ça, c'est la cartographie. Autre élément aussi qu'on a mis tout de suite en place, c'est la partie juridique, mise en place de tous les contrats avec les fournisseurs qui traitent de la donnée. Il y en a énormément. Donc avec voilà, discussion autour de clauses autour de cette nouvelle réglementation, protection, sécurité, voilà, imposer tout un cadre juridique. Donc ça, c'est les services juridiques qui en ont la charge. Et après, pour diffuser cette culture RGPD, c'était de travailler sur des ateliers très concrets, là avec, encore une fois, toutes les business units. Donc, un atelier recueil des données, un atelier purge. Nous aussi, on ne coupe pas cet atelier purge. Un atelier, voilà, ensuite, information. Je pense qu'il y a un énorme sujet aujourd'hui qui est sur le design de la transparence ou le design de la privacy. Et comment on fait, parce que quand on traite de la donnée en grand nombre, quand on fait des traitements innovants, déjà entre nous, on a parfois du mal à se comprendre. Donc comment on explique ça au grand public, hein, c'est un vrai sujet. Donc voilà toutes les étapes. Et ce qu'on a fait également, c'est d'essayer de transmettre et de communiquer au plus grand nombre. Avec aussi, nous aussi, on a fait nos jeux de hacking. Donc, on a envoyé aussi des mails, voilà, des faux mails de hacking à l'ensemble des collaborateurs. J'en ai reçu un d'ailleurs. Alors, je ne me suis pas fait prendre. C'était Jack Sparrow qui m'offrait une opportunité de job incroyable. En voyant que c'est signé Jack Sparrow, je me suis dit, forcément, le pirate des Caraïbes n'est pas là pour me recruter. Donc, mais il y en a qui se sont fait prendre. Donc, ça prouve aujourd'hui qu'on a réellement besoin de sensibiliser tout le monde et toutes les strates de l'entreprise. On va revenir sur le choix du DPO externe. Je crois que c'est quelque chose qui a un peu soulevé le débat parmi vous quatre. Alors déjà, pourquoi, à part cette grande raison de diminuer le stress, qui est quand même une raison importante, mais quelles étaient les autres raisons de choisir un externe ?
Alors, voilà, il y a trois raisons. La première, c'est qu'on est une structure, le groupe Les Échos, Le Parisien, c'est quand même une structure conséquente, mais qui n'a peut-être pas l'envergure du groupe Accor ou de Areva ou encore d'AXA. Donc on est une moyenne structure, entre guillemets, et on n'avait pas, honnêtement, ça c'est le premier point, forcément la ressource immédiatement qui répondait au job desk que pouvait être le DPO, à la fois avec une connaissance juridique, technique, une compréhension data et une compréhension. Donc ça c'est le premier point. Le constat qu'on n'avait peut-être pas la ressource immédiate. Le deuxième, c'était de se laisser le temps aussi. À un moment, ce sont des nouveaux, ce sont des nouveaux postes dans l'entreprise et qu'on voulait aussi se donner le temps d'appréhender justement quel était le bon profil, la bonne personne avant d'internaliser cette fonction au sein de l'entreprise. Et le troisième élément, c'est un poste quand même qui est très particulier parce qu'il est à la fois dans l'entreprise, mais il doit avoir un regard extrêmement objectif et indépendant par rapport à ce qui est fait en matière de données et en matière de business autour de la donnée. Donc il faut une personne, dans un premier temps, qui puisse avoir un regard objectif. Et on s'est dit, en externalisant dans un premier temps, on aurait un regard neuf, et objectif et très indépendant par rapport à tout ce qu'on a déjà mis en place par rapport à la donnée. Moi, je ne me sentais pas, en tant que directrice data, qui aujourd'hui est responsable aussi d'un business et de chiffre d'affaires généré par la data, de me remettre en question mes propres actions. Et on a la chance d'avoir nommé un DPO qui a travaillé 5 ans au sein de l'institution CNIL, qui est cette fameuse institution qui, justement, aussi verra si on a bien mis en place toute cette nouvelle réglementation. Et ça nous permet d'avoir un regard à la fois un regard qui est extrêmement sérieux et vigilant sur ce qu'on met en place, mais en même temps bienveillant et qui dédramatise un petit peu la chose et la mise en place de la réglementation. Alors, est-ce que ça, c'est pas possible en interne? Est-ce qu'il y a un de vous trois qui veut réagir? J'ai aucun parti pris, en fait, sur la désignation d'un DPO. J'ai aucun parti pris sur la désignation d'un DPO externe ou interne. Je pense que c'est extrêmement lié au contexte. Dans notre cas, c'est vrai que la désignation d'un DPO externe ne paraissait pas forcément faisable compte tenu du besoin d'être sur place au quotidien pour accompagner les équipes dans les démarches qui étaient nécessaires, l'approche privacy by design, etc. Moi aujourd'hui, si j'étais externalisé, je pense que j'aurais pas la même présence vis-à-vis des équipes, et en plus le rythme des nouveaux projets fait que c'était pas envisageable dans notre situation. Le caractère international aussi, très international, la coordination à l'interne, tout ça était... je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tout ça faisait qu'on ne pouvait pas, nous, s'orienter vers un DPO externe. Ensuite, moi, j'ai un rattachement qui fait que je n'avais pas forcément cette difficulté d'indépendance ou de risque de conflit d'intérêts, étant rattaché à la direction juridique du groupe et directement au secrétariat général. J'ai pas de parti pris en termes d'utilisation business de la donnée. Et mon ancien métier aussi fait que j'ai un peu dans ma culture la notion d'indépendance. Donc voilà, en interne, c'était cohérent dans notre groupe, c'était cohérent de rester sur un DPO interne. Alors, nous, on a fait aussi le choix d'un DPO interne, en fait, pour une raison principale qui était la connaissance des systèmes. C'est-à-dire qu'on s'est dit, comment on peut avoir quelqu'un d'opérationnel et d'utile dès le jour 1. Il faut quand même si on prend quelqu'un de la maison, on a plus de chances de réussir. Après, nous, on fonctionne en binôme. C'est-à-dire qu'on a un DPO qui est en niveau 2 et on s'est fixé comme objectif de ne pas trop le déranger. C'est-à-dire que si on l'expose à tous les projets, on pense qu'il risque d'exploser en vol et qu'on ait l'obligation d'avoir un recours externe assez vite. Donc en fait, on a un DPO qui est en niveau 2 et on a ce qu'on appelle un DMO, parce qu'on aime beaucoup les acronymes jargonneux techniques chez AXA, qui est Data Management Office, où en fait c'est un peu le niveau 1 des données orphelines dont je vous parlais. Et en fait, ce DMO, on a une petite dizaine de personnes.
c'est eux qui sont en charge des données adresse postale, email et des données clés clients. Et c'est eux qui sont en front, on va dire, des métiers et des projets. Et donc, eux ont comme charge d'intercepter tout ce qu'ils peuvent intercepter parce qu'ils sont plus nombreux. Et comme charge de venir identifier des sujets sensibles qui remontent en effet à l'investigation du DPO. Et le DPO, en fait, ce qui est intéressant, parce que le métier du risque, chez AXA, on en a finalement assez l'habitude, on s'est rendu compte qu'on se posait beaucoup de questions de risque qui nous concernaient. C'est-à-dire quel est le risque pour AXA qu'il y ait tel ou tel problème de cybersécurité, etc. Et en fait, ce que nous obligeait à faire GDPR, à travers la personne du DPO, c'était de se poser la question du risque pour nos clients. C'est-à-dire, dans un projet d'un nouveau contrat auto, quel est le problème s'il y a une divulgation des données clients qu'on collecte pour ce produit. Et donc, c'est vraiment une nouvelle manière de réfléchir et ça apporte beaucoup de fraîcheur aux discussions autour du risque qu'on a habituellement autour de la table. Hélène, peut-être sur ce sujet. Alors, chez Orano, on a fait le choix d'un DPO interne. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà fait le choix d'un SIL. Le SIL était facultatif. Le DPO est obligatoire dans 3 cas et ce n'est pas dans les 3 cas que rentre Orano. Donc, on aurait pu ne pas faire ce choix. Mais on avait fait le choix d'un DPO, d'un SIL facultatif. Donc, on a fait le choix d'un DPO et interne. Pourquoi ? Parce que le DPO, il doit être joignable. Et donc, c'est vrai que j'ai 28 ans d'ancienneté, donc je connais beaucoup de gens me connaissent. En plus, dès qu'on veut faire un projet informatique dans le groupe Orano, on doit compléter un fichier WINS, What You Need for Security. Donc, il est rempli à la fois par le métier qui veut mettre en base le traitement, par les risques managers, par les ICE managers, donc les informaticiens. Et du coup, je suis devenue un élément incontournable de ce fichier qui donne un go, no-go pour mettre en place un traitement, pour respecter la sécurité. Et c'est vrai que de par ma formation de juriste, eh bien, l'application du RGPD, c'est peut-être plus facile. Et par contre, en Allemagne, le Datenschutzbeauftragter était obligatoire. Et donc, j'ai 2 DPO allemands, parce que même si on n'a que 50 salariés en Allemagne, c'était important au sein du groupe Orano d'avoir un DPO allemand. Et donc, je suis le DPO du groupe et je coordonne avec aussi mes relais informatique et liberté. Parce que quand on est un groupe international, certes, il faut connaître l'informatique, il faut connaître le droit, mais il faut connaître son entreprise. Et ça, c'est un élément essentiel. Antoine, est-ce que le RGPD marque la fin d'un marketing personnalisé ? Grande question, et je vais tous les déprimer si je réponds que oui, parce qu'ils vont tous devoir fermer leur stand. Non. En fait, ce qui est intéressant avec le GDPR, c'est que ça nous oblige, comment dire, à l'épreuve de vérité. C'est-à-dire que il y a une première phase, beaucoup d'excitation autour du big data, où on s'est dit on va trouver plein de choses, on va prédire plein de choses sur nos clients. Changement de véhicule, déménagement. Et donc on a été nourri, direction marketing, de beaucoup de fantasmes. Et donc on a fait travailler beaucoup de data scientists sur beaucoup d'algorithmes. Quelques mois, quelques années après, force est de constater qu'il y a une gueule de bois parce que il y a finalement assez peu de business tiré de toutes ces initiatives data. Je mets ça en regard des investissements financiers pour construire des data lakes, pour recruter des data scientists, etc. Et en fait, ce que nous oblige GDPR, c'est revenir un peu sur Terre et poser cette question simple, cette exigence simple. Quand vous posez des questions à vos clients, est-ce que vous arrivez à les convaincre de collecter, de vous apporter les données dont vous avez besoin. Je vais prendre un exemple très simple. On avait beaucoup chez AXA d'algorithmes autour de la prédiction des changements de véhicules. On a arrêté et on s'est dit, en fait, qu'est-ce que ça ferait de demander à nos clients, est-ce que vous allez, dans les 6 mois, une forte probabilité changer de véhicule ? Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est l'épreuve de vérité. Si le client nous répond oui, c'est qu'on l'a convaincu de l'utilité qu'il aura en retour par rapport au produit qu'il achète. Et si il nous répond non, c'est qu'on n'a pas été assez bon dans l'utilité qu'on lui a apportée en retour. Et pour ça, je pense que GDPR nous oblige à être beaucoup plus clair dans le deal qu'on a avec le client. C'est-à-dire on peut lui poser des questions, on peut rentrer dans une conversation. Par contre, il faut le convaincre par notre proposition de valeur de le faire. Et à l'instar, je trouve, de ce que font très bien les GAFA, parce qu'on se plaint beaucoup des GAFA, on fait semblant de s'étonner que certains acteurs aient des problèmes de leakage, comme Ridge Galactica, etc. Mais c'est presque un jeu de dupes, on sait très bien que ces acteurs jouent avec nos données. Mais le deal avec eux est clair. On utilise leurs services gratuitement, et en échange, ils ont accès aux données sur nous, ils en font à peu près ce qu'ils veulent. Alors, je vais peut-être choquer en disant ça, mais en tant que citoyen, en tant qu'individu, il faut en avoir conscience. Si on n'a pas envie de ce deal,
eh bien, on utilise des moteurs de recherche alternatifs ou payants. En tout cas, la gratuité des services qu'ils nous proposent, eh bien, on leur apporte naturellement des datas parce qu'on a une utilité en retour. Et je pense que la vraie question de GDPR pour des acteurs comme nous, un peu plus classiques, un peu plus tradis, c'est de se dire, qu'est-ce que ce serait si toi, AXA, toi, Accor Hotel, toi, Orano, tu posais des questions à ton client et tu as essayé de les convaincre d'y répondre. Et là, c'est l'épreuve de vérité sur la force du produit et l'utilité de la proposition de valeur. Béatrice, vous partagez ce point de vue ? Oui, tout à fait. Enfin, moi, je suis persuadée que, en tout cas, je suis intimement convaincue. Alors, j'essaye peut-être de me convaincre, hein, ceci dit, que cette nouvelle réglementation ne va pas mettre fin du tout à un marketing personnalisé. Je pense qu'on va continuer quand même avec les data scientists. Je pense qu'on va continuer à faire des modèles. Ce que je disais tout à l'heure, et je pense que ça, pour moi, c'est un point qui est très important, et je rejoins les propos d'Antoine, c'est que ça va remettre quelque chose dans la relation avec, alors nous, avec un client lecteur, hein, puisque c'est ce qu'il est. Et ce quelque chose, c'est la confiance. Et cette relation de confiance qui a été mise à mal, parce que honnêtement, la captation de la donnée, et même par les grands acteurs comme les GAFA, aujourd'hui, ont généré une forme de défiance. C'est-à-dire, je ne suis pas certaine que le deal dont tu parlais est si bien perçu. Qui s'est retiré de Facebook dans la salle depuis les voilà. événements? Mais qui y pense? Et ça bouge pas. Oui, ça bouge pas. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont encore beaucoup sur ces plateformes, réellement, hein, et ils ne sont pas partis à cause de Cambridge Analytica, évidemment. En revanche, ils ont une très forte défiance par rapport, et notamment les réseaux sociaux, c'est là où il y a la plus forte défiance en termes de collecte de données. Mais néanmoins, comme le service est absolument indispensable pour eux, ils continuent de donner leurs données et de raconter même leur vie à l'ensemble de ces plateformes. Pour revenir à la question initiale, ce que ça va faire pour nous, c'est de remettre la confiance. Donc, si on veut remettre de la confiance, pour moi, il y a deux leviers. Le premier levier, quand on est une marque, et notamment une marque média, publisher et producteur d'informations, il faut, et c'est là où je rejoins Antoine, qu'il y ait un deal win-win. C'est-à-dire que si nous, en tant que capteurs de données, on voit bien notre opportunité à avoir cette donnée parce qu'elle va nous permettre de mieux prédire le comportement du lecteur, parce qu'elle va nous permettre, nous, de vendre plus de publicité. Il faut que le lecteur ait la conscience, justement, de l'intérêt qu'il a à nous confier cette donnée. Et aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, j'intervenais dans une autre table ronde où il y avait une professeure marketing chez Audiencia qui avait fait une étude et qui montrait que 25% finalement des clients ne percevaient pas la valeur de la captation de la donnée, alors que 45 à 50% des entreprises pensaient que les lecteurs avaient tout à fait compris le deal entre eux. Donc on voit bien qu'il y a un gap extrêmement important et qu'il faut communiquer, nous, en tant que marque, sur quel est le bénéfice que vous avez, vous, en tant que client, quand nous, on collecte cette donnée. Pour un publisher, nous, c'est assez simple. Quand on va capter cette donnée, qu'on va faire travailler nos algorithmes, qu'on va modéliser le comportement client en regardant comment il navigue sur nos sites, on va pouvoir personnaliser les contenus, on va pouvoir faire de la recommandation sur le bon article en fonction de la navigation. Donc ça, c'est un bénéfice lecteur. On va lui faire un bénéfice client, c'est-à-dire un bénéfice en tant que futur abonné, c'est-à-dire que en utilisant cette donnée, au lieu d'avoir ce qu'on appelle, nous, le carpet bombing en termes d'emailing, c'est-à-dire on va essayer de cibler n'importe qui pour essayer de le convaincre d'être abonné, la data va nous permettre d'aller cibler la bonne personne normalement au bon moment. Et enfin, en tant que cible annonceur, si on utilise bien, nous, la donnée collectée, ça lui permettra d'être targeté par des publicités qui vont être beaucoup plus en adéquation avec son profil. Et par exemple, quand on est DRH, on ne sera pas targeté aux Échos par une publicité sur le cloud computing qui est un peu mieux ciblée si elle va toucher des DSI. Ça, c'est le premier deal, je pense, extrêmement important qui permettra de continuer à faire ce marketing personnalisé. C'est ce deal win-win. Il faut que le client comprenne et ait un bénéfice lui-même. Ensuite, il y a un deuxième levier pour moi qui est absolument indispensable, sur lequel nous, on essaye beaucoup de travailler, en tout cas qui nous occupe beaucoup, c'est le respect de la donnée. GDPR a au moins cet avantage-là,
c'est de nous interroger sur, on nous a confié de la donnée, ça veut dire quoi respecter cette donnée client? Pour moi, il y a 3 éléments, c'est garantir la sécurité de cette donnée. À un moment, si on nous la confie, effectivement, il faut éviter qu'elle se fasse hacker à droite à gauche, qu'elle parte dans des scandales type Cambridge Analytica. On a quand même on porte cette charge de la sécurité. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on soit transparent, il faut qu'on informe, il faut qu'on explique. C'est pas simple, parce que parfois ce qu'on a expliqué, c'est pas simple. Expliquer qu'on fait du machine learning pour aller prédire le comportement de notre lecteur, c'est pas simple, mais c'est un vrai challenge à faire. Et puis le troisième point, c'est respecter son droit au retrait. Quand quelqu'un nous demande de se désinscrire, quand il veut être opt-out, quand il veut un effacement, là, il faut qu'on soit absolument rigoureux. Il faut qu'il puisse se désinscrire, il faut que ce soit pris dans des délais qui sont rapides. On a le droit à l'erreur, nous aussi, mais il faut qu'on ait conscience de ça. Je voulais réagir sur ce point en lien avec le premier levier que tu évoquais, qui est le bénéfice client. C'est essentiel de pouvoir démontrer l'intérêt de la personnalisation. Ce que je pense qu'il faut aussi essayer de faire, en fait, c'est aujourd'hui intégrer le fait qu'on ne peut pas imposer cette personnalisation. C'est-à-dire que on peut être convaincu du bénéfice pour un client, du travail qu'on fait autour de la personnalisation du service. Son droit le plus strict est de ne pas en vouloir. Et on doit le respecter. C'est ça que nous pousse à faire aujourd'hui le règlement, c'est concevoir nos produits, nos services aussi pour la portion qui peut être faible, mais qui existe néanmoins, de clients qui finalement, eux, se sentent satisfaits quand le produit n'est pas personnalisé. Et c'est ce qu'on a, nous, en tête quand on travaille autour de la personnalisation aujourd'hui, autour des préférences clients notamment. Peut-être qu'un client, dans un hôtel, nos services de personnalisation, ils lui permettent d'avoir un effet waouh, ils nous permettent de répondre aux petits oignons, à ses préférences de repas, en chambre, etc. Mais peut-être que pour un client, en fait, sa satisfaction, elle sera dans le fait d'arriver incognito à l'hôtel. Et la conception, la privacy by design, elle passe par le fait d'intégrer ces 2 composantes-là de population dès le départ. Est-ce que vous auriez tous rapidement, pour les marques qui en seraient encore au stade 0, au stade 0,5, de leur mise en conformité, un conseil, chacun de vous? Alors moi, je pense vraiment que le conseil essentiel, même si c'est que l'étape 11 pour les Anglais, c'est l'étape 1 d'Orano, c'est l'étape 1 de la CNIL, c'est vraiment mettre un pilote dans l'avion, nommer un DPO. Alors, pas forcément un DPO interne, ça peut être un DPO externe, ça peut être un DPO mutualisé. Prenez l'exemple des mairies. Les mairies devront avoir un DPO, là, il est obligatoire. Elles n'ont pas forcément les moyens d'avoir un DPO, elles n'ont pas forcément les moyens d'avoir un DPO à 100%, donc un DPO externalisé peut être la solution. Mais c'est vrai que d'avoir un pilote dans l'avion pour mettre en place la roadmap, avoir des étapes de votre conformité. Vous n'allez pas tout faire au 25 mai 2018. Aucune entreprise ne sera prête. Floriane nous l'a dit au début et c'est vrai. Et puis surtout, il faut penser, il faut être dans les clous le 25 mai 2018, mais il faut y être encore le 28 mai 2018, le lundi, où la CNIL va peut-être débarquer dans une entreprise. À titre d'exemple, comme l'a dit Isabelle Falque-Pierrotin, elle sera pragmatique. Elle ne veut pas sanctionner une entreprise pour non-respect du RGPD, mais elle veut vraiment sensibiliser à être en conformité. Et c'est vrai que chez Orano, j'ai toujours axé ma fonction sur la pédagogie. Et la pédagogie, ça passe par les opérationnels à qui on va leur dire, dans une rubrique de commentaires, il ne faut pas mettre des commentaires désobligeants. Il faut minimiser la collecte de la donnée, ne collecter que ce dont on a besoin. Et ça, c'est une chose qu'on faisait en France. On est les champions de la collecte de données à caractère personnel. Essayons de suivre l'exemple de nos collègues allemands qui, eux, ne sont pas des champions de la collecte. Antoine, moi, je ne suis pas les Allemands. Non, je plaisante. Moi, j'ai 2 conseils. C'est poser des questions à vos clients, parce que c'est les meilleures personnes avec qui pouvoir cette discussion autour de la data et du bénéfice. Et le second, c'est demander conseil à un assureur, parce que GDPR, c'est d'abord du risque, et c'est d'abord une nécessité d'être bien accompagné quand ça se passe mal. Thomas ? Oui, non, peut-être un conseil qui est de ne pas retenir
que les propos rapportés autour du règlement. Il y a des raccourcis qui sont faits, parfois un peu rapides. GDPR égale consentement. C'est une des 5 bases légales, il y en a d'autres. On fait parfois l'amalgame entre le RGPD aujourd'hui et le règlement e-privacy qui va venir réformer la directive autour des pratiques de prospection commerciale et de collecte des cookies. Donc le RGPD ne vient pas encore changer cette réglementation-là en lui-même. Ça peut faire des raccourcis sur des concepts aussi clés que le consentement ou les règles de prospection commerciale, peut conduire à faire des erreurs ou même à venir internaliser une contrainte qui finalement n'était peut-être pas là. Donc, le règlement, il fait plus de 99 articles, c'est un texte un peu costaud. Les attendus, ils sont déjà un peu plus faciles à lire, donc vous pouvez déjà jeter un coup d'œil à ça. Ou sinon, demander conseil à un spécialiste pour avoir un éclairage sur vos problématiques propres pour ne pas partir dans des projets qui ne sont pas en fait forcément nécessairement adaptés à la situation réelle. Béatrice ? Alors, si la question c'est pour quelqu'un qui est au stade 0, là maintenant, à quelques semaines de GDPR, là pour le coup, je pense que mon conseil ce serait de dire, et notamment aussi pour des structures peut-être un peu plus petites que ces grandes entreprises, n'ayez pas peur d'aller faire du consulting extérieur. Pourquoi ? Parce que GDPR bouscule quand même énormément, va bousculer nos business models. Faire appel à des consultants extérieurs, ça permet d'avoir un regard extérieur. Et ça peut être aussi un accélérateur. Ce sont des gens qui vous mettent des roadmaps, qui vous mettent un petit peu de face à vos responsabilités et qui peuvent être un accélérateur pour commencer et puis pour planifier avec des priorités. Puis le deuxième conseil, c'est de ne pas faire que du top-down, c'est aussi vraiment sensibiliser tout le bas, partir aussi du bas de l'entreprise. Encore une fois, la donnée est vraiment partout, le diable se niche dans les détails et il faut vraiment que dans toutes les strates de l'entreprise, on sensibilise. Nous, on a envoyé un mail à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise avec les 10 points clés à retenir de GDPR et pour justement sensibiliser sur est-ce que vous collectez oui ou non, est-ce que vous minimisez la collecte, vraiment ces points-là, est-ce que c'est obligatoire dans votre business ou est-ce qu'on peut s'en passer, est-ce que vous êtes obligé d'avoir 50 CV ou pas, enfin toutes ces questions-là. Et la dernière chose pour conclure, en tout cas pour moi, après avoir effectivement abordé GDPR avec un moment, une certaine angoisse, avoir une angoisse certaine, c'est que ce que je me suis dit moi à la fin, c'est qu'entre aujourd'hui la défiance de nos clients, l'exaspération de nos clients face aujourd'hui à une donnée qui est collectée sur laquelle ils n'ont pas assez de visibilité, ou en tout cas, du coup, ça génère de la peur. Je crois que la contrainte législative est un moindre mal. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Peut-être une autre tablette, parce que je n'arrive pas à voir les questions sur ma tablette. Mais est-ce qu'il y a déjà quelques questions dans la salle ? Écoutez, vous avez dû être très, très clair. Il y en a une. En fait, on n'a pas été clair. Il y en a une. Je les vois pas. Je vais vous demander de vous lever et de poser votre question. Mais sur la tablette, on a eu quel risque avec la data ? Donc ça, effectivement, on peut un peu en parler. Et la deuxième, c'est quelle interprétation devons-nous faire par rapport à l'opt-in sur nos clients en portefeuille ? Et la dame qui est là, et les messieurs qui sont à côté, si vous avez des questions aussi, allez-y. Bonjour, merci. Alors, ma question est assez simple. Des DPO RSSI, est-ce qu'il y a risque de conflit d'intérêts ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Alors, je veux bien répondre. C'est vrai qu'il faut qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Donc, le RSSI, pour ma part, je dirais qu'il y a peu de risques. Alors que le DSI, oui. Et d'ailleurs, on a une décision de la CNIL bavaroise du 20 octobre 2016 où une entreprise a été sanctionnée parce qu'elle avait nommé son DSI DPO et qu'elle a considéré qu'on ne pouvait pas s'auto-surveiller. Donc un DSI ne peut pas dire « je mets en place ce traitement » et « youpi, je suis conforme ». Donc c'est vrai que pour ma part, Thomas comme moi, on est juriste. Je pense que le juriste, pour appliquer en plus un texte juridique, est le meilleur DPO avec un directeur de la conformité, un directeur compliance,
toutes les personnes qui sont vraiment attachées à une gouvernance de la donnée ou à une gouvernance tout court de l'entreprise. Donc on a répondu à la question du risque. Une autre question? Un autre avis? Non, je souris parce que je dis je ne vais pas répondre à la question parce que nous on a choisi comme DPO l'ancien RSSI, mais on lui a demandé d'abandonner le poste d'avant. Voilà, on a quand même tenu à respecter l'indépendance du rôle. Pas d'autres questions? On peut conclure alors, Floriane. Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre pour votre témoignage. Donc, j'espère que ça vous a apporté de bonnes pratiques voilà, pour votre mise en conformité. Je vous remercie et puis je vous souhaite à tous un bon salon. Merci. Merci. Et à demain.